Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le roi Mohamed VI réitère la marocanité du Sahara, une déclaration faite dans son discours prononcé à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte alors que les relations avec l'Algérie sont au plus bas. Le processus électoral se concrétise en Libye avec l'ouverture du dépôt de candidature pour les élections présidentielles et législatives de décembre et janvier prochains. Des scrutins censés sortir le pays d'une décennie de crise. Et la Sierra Leone est toujours sous le choc de l'explosion d'un camion-citerne le 5 novembre dernier à Freetown. Un incident qui a fait 115 morts d'après le dernier bilan officiel. Les funérailles des victimes ont débuté ce lundi. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, ouvert depuis le 11 octobre dernier, se poursuit. Ce mardi 9 novembre, c'était le général Gilbert Diendéré qui était appelé à la barre. Ce dernier a plaidé non coupable des chefs d'accusation d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et subornation de témoins devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Il a relaté sa version des faits du 15 octobre 1987. Tout l'enjeu de cette audition est de faire la lumière sur son niveau de responsabilité dans cette affaire. Rappelons que Gilbert Diendéré et Blaise Compaoré sont les principaux accusés dans l'assassinat du père de la révolution burkinabé. La marocanité du Sahara reste incontestable pour le roi Mohamed VI. Le souverain l'a rappelé dans son discours prononcé le 6 novembre à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte. Cette déclaration survient dans un contexte de tension avec l'Algérie qui soutient les indépendantistes sahraouis dans cet épineux dossier vieux de plus de 4 décennies. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Aujourd'hui, comme par le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation. C'est l'annonce faite par le roi du Maroc, Mohamed VI, à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte vers le Sahara occidental. Une déclaration qui intervient dans un contexte de tension entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose de très grave, une hyper-dramatisation, une surenchère verbale, et peut-être demain, tout cela va armer les bras des soldats des deux côtés de ces deux pays. Et s'il n'y a pas une volonté d'intermédiation, laisser cette situation s'aggraver de cette manière-là est un facteur de risque majeur. Le discours du souverain marocain très attendu est intervenu au moment où les relations entre les deux pays du Maghreb sont au plus bas. En août dernier, après des mois de friction, Alger a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, l'accusant d'actions hostiles. Rabat a regretté une décision complètement injustifiée et depuis, d'autres points d'achoppement se sont rajoutés à ceux existants. Aujourd'hui, la seule perspective, c'est que si la raison l'emporte, on va atteindre un étage plus bas de cette tension. Si rien n'est fait, il va y avoir la guerre psychologique, la guerre des mots, va finir par véritablement plonger les deux pays dans une confrontation militaire. Les tensions ont pris une nouvelle dimension après la mort de 3 chauffeurs de camions algériens dans le Sahara occidental le 1er novembre. L'Algérie accuse l'armée marocaine d'être responsable de ces meurtres. De leur côté, les autorités marocaines n'ont pas réagi officiellement à ces accusations. Le Conseil de sécurité de l'ONU a d'ailleurs appelé il y a une semaine les parties au conflit à reprendre les négociations. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, les forces armées FARDC ont officiellement annoncé avoir repris le contrôle des localités investies depuis le 7 novembre par des combattants du M23. Il s'agit des localités de Tchanzu et de Runyoni, situées dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays, à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda.
De son côté, le mouvement rebelle M23 a réagi en affirmant qu'il n'était engagé dans aucune confrontation armée au Nord Kivu. Rappelons que le M23 accuse Kinshasa de ne pas respecter les accords de Nairobi concernant la réintégration de certains combattants dans la vie civile et dans l'armée. C'est une nouvelle étape dans le processus électoral lancé en Libye. Depuis ce lundi 8 novembre, les candidats aux élections présidentielles et législatives de décembre et janvier prochains peuvent déposer leur dossier à la Haute Commission électorale libyenne. Un processus électoral soutenu par l'ONU dont l'objectif affiché est de mettre fin à des années de conflit. Les précisions de Corinne Camdem. La Libye a ouvert ce lundi 8 novembre les inscriptions pour les candidats aux élections présidentielles et parlementaires. Ces élections sont une étape clé dans un processus soutenu par l'ONU pour mettre fin à une décennie de violence. Les Libyens ont d'ores et déjà commencé à retirer leur carte d'électeur. Il n'y a pas de différence entre les frères de l'Est, de l'Ouest ou du Sud. Nous sommes tous pareils. C'est la chose la plus importante. Quand l'Ouest, le Sud et l'Est votent tous, sommes tous unis, nous oublions nos rancunes et le sang versé. Il y aura un État et un président, et nous respecterons le président qui viendra. Nous serons heureux avec le président quel qu'il soit, car c'est l'urne qui aura amené ce président. Assez de guerre, assez d'effusion de sang. Plusieurs grands chefs de factions et armées ont déjà annoncé qu'ils se présenteraient, y compris le chef du gouvernement d'union nationale libyen, Abdulhamid Al-Beiba. Cependant, Abdulhamid Al-Beiba et d'autres membres du cabinet s'étaient engagés à ne pas se présenter à l'élection présidentielle lorsqu'ils ont été nommés au gouvernement d'union nationale en mars 2021. Si toutes les intentions des politiciens et des représentants de l'État sont authentiques, alors ces élections donneront lieu à de nouveaux dirigeants que, si Dieu le veut, peuvent aider le peuple à atteindre la stabilité souhaitée ainsi que les espoirs de développement, d'emploi et d'opportunités économiques pour construire les chances des citoyens de travailler, en particulier ceux qui travaillent dur. Les institutions politiques rivales de la Libye restent divisées sur la base légale de l'élection, les règles régissant la candidature et même la date. Ceci dit, le premier tour de l'élection présidentielle est censé avoir lieu le 24 décembre. Un second tour ainsi qu'une élection parlementaire auront ensuite lieu à une date ultérieure, selon le chef de la commission électorale, Emad Al-Sayya. La Sierra Leone est en deuil. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a été le théâtre d'une explosion d'un camion-citerne le 5 novembre dans la zone industrielle de la capitale, Freetown. Un incident qui a fait 115 morts selon le dernier bilan officiel de l'autorité nationale de gestion des catastrophes. Les funérailles d'une partie des victimes ont débuté ce lundi 8 novembre. Plus de détails avec Kamesh Katapoulé. Toute une nation en émoi. En Sierra Leone, des milliers de personnes sont venues assister aux funérailles d'une partie des victimes de l'explosion du camion-citerne. L'incident s'est produit le 5 novembre dans la zone industrielle de Freetown. Le camion en question a été percuté par un poids lourd, provoquant par la suite un incendie. Bilan, au moins 115 morts et 91 blessés selon les dernières données recueillies par l'Agence nationale de gestion des catastrophes. C'est énorme pour nous, c'est une énorme perte en vie humaine, comme le président Julius Maada Bio l'a dit. C'est une période difficile pour tout le monde. Certaines personnes ne savent même pas que leurs proches sont morts, et certains d'entre eux présentent des brûlures importantes. Vous ne pouvez même pas les reconnaître. C'est donc une période très difficile. Plus de 100 personnes sont mortes, et là nous en enterrons 76. L'incident a provoqué un tel choc que le président sierra-léonais, Julius Maada Bio, a décrété un deuil national de 3 jours à partir du 8 novembre. De son côté, le vice-président Mohamed Julde Jallo parle d'une catastrophe nationale. Le dirigeant a néanmoins tenté de rassurer la population, affirmant que les autorités redoublaient d'efforts en vue de donner aux blessés le meilleur traitement possible. Mais les hôpitaux, qui manquent de moyens, se sont retrouvés très vite débordés par l'abondance de patients. Face à cette situation, un appel à l'aide adressé à la communauté internationale a été lancé. Je vais juste demander aux gens de continuer à prier pour les personnes qui ont perdu la vie et de prier pour leurs familles, pour ceux qui souffrent énormément dans les hôpitaux.
En ce moment, son Excellence le président Julius Maada Bio visite de nombreux hôpitaux où ses victimes, ses survivants, sont détenus, sont prisonniers d'une douleur réelle, mais vraiment intense. Nous devons donc simplement prier pour ces personnes afin qu'elles restent en vie. Un appel à l'aide qui a été entendu. Ce lundi 8 novembre, la Sierra Leone a réceptionné du matériel fourni par l'Organisation mondiale de la santé. Le Gabon ambitionne de développer ses ressources gazières estimées à plus de 100 milliards de mètres cubes. Objectif affiché, générer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'approvisionnement en gaz butane. Une transition énergétique que nous explique Roberto Bogbe. Relever le défi de la transition énergétique dans un Gabon où le pétrole, l'essence, le lampan, le kérosène et le butane restent pour l'heure nocifs pour l'environnement et achetés à l'étranger. Avec du gaz naturel à profusion sur son bassin sédimentaire, soit une estimation de plus de 100 milliards de mètres cubes, le pays veut inverser la tendance en mettant à profit son potentiel gazier. Une initiative qui aura le double avantage de limiter ses pertes en argent, mais aussi de cheminer vers une énergie propre. Nous avons des investisseurs et des fonds internationaux tels que la Banque mondiale qui sont prêts à financer cette transition. Les investisseurs internationaux veulent mettre leur argent dans des solutions qui permettent de réduire l'effet climatique. C'est pour ça que nous allons travailler avec les banques locales ainsi qu'avec les banques internationales afin d'accompagner le tissu économique gabonais naissant dans cette transition énergétique. Le passage du diesel au gaz qui donnera droit à l'électricité et au transport plus écologique et plus économique impose au Gabon une technologie et une infrastructure de pointe. Le Gabon devra notamment investir dans des projets de gaz comprimé, mettre en place des centres de conversion au gaz de pétrole liquéfié et au gaz naturel comprimé avec des équipements permettant de convertir les voitures au gaz naturel, installer des stations gaz. Pour le Gabon aujourd'hui, l'important c'est d'arriver à remplacer l'utilisation du gasoil, l'utilisation des hydrocarbures lourds et liquides par le gaz naturel que nous avons en grande quantité. Et donc, ce que nous allons essayer de développer avec le ministère, avec la direction générale des hydrocarbures, ce sont les technologies de liquéfaction de gaz et de compression de gaz afin de pouvoir transporter le gaz depuis les champs pétroliers vers des zones qui n'ont pas accès en fait à cette ressource. Avec la transition du diesel au gaz, le Gabon compte aussi augmenter dans les prochaines années le stockage de gaz afin d'améliorer l'approvisionnement. Les autorités souhaitent voir les agro-industriels, agroforestiers, miniers et pétroliers abandonner le gasoil pour le gaz naturel. L'implication des Gabonais dans ce secteur pour une prise en main de la filière par les nationaux est aussi scrutée afin d'inciter les multinationales à intégrer les nationaux dans leurs activités pour le transfert de technologies. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant annoncé pour soutenir l'entrepreneuriat de la diaspora au Sénégal. Ces fonds devront servir à accompagner les Sénégalais de l'extérieur qui souhaitent investir dans le pays. L'annonce a été faite ce lundi 8 novembre à la cérémonie d'ouverture des activités prévues pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Plus de détails avec Amenedj. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'AIR au Sénégal a annoncé le lancement d'un fonds diaspora de montant de 3 milliards de francs CFA pour financer les Sénégalais de l'extérieur qui souhaitent investir au Sénégal. Il sera alimenté par les ressources de bailleurs externes, des institutions de financement privées et d'investisseurs. Ces types d'initiatives sont toujours bienvenus en Afrique. Seulement, deux problèmes se posent. Si le cadre d'organisation n'est pas bien institué, alors nous risquons de rajouter juste des projets informels à l'informel existant, qui est aujourd'hui problématique. Aussi, le fonds étant alimenté par des ressources externes, les taux d'intérêt des éventuels prêts sont souvent supérieurs au taux de rendement de l'activité économique, ce qui fait que sur 1000 projets financés, moins de 200 iront à leur terme. Le fonds diaspora de l'ADER a été mis en place dans le cadre des efforts consentis par l'État du Sénégal pour dynamiser la contribution de la diaspora dans l'économie nationale. Il repose sur deux volets, dont un financement participatif de 20% avec la diaspora et les 80% sont destinés au financement des porteurs de projets. La solution consisterait plutôt à monter des industries au Sénégal et ramener dans un cadre formel les Sénégalais
de la diaspora qui souhaitent rentrer. Même si on note une croissance moyenne annuelle de 10,8% des fonds en provenance de la diaspora sur les près de 600 000 Sénégalais vivant à l'étranger, les transferts de fonds de la diaspora sont peu orientés vers les investissements. En 2017, l'essentiel de ces fonds, soit 90,7%, était destiné aux dépenses courantes des familles des émigrés. En effet, seulement 9,3% étaient consacrés à de l'investissement, principalement immobilier. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.